Lorsqu'une inondation soudaine piège un groupe de spéléologues dans un labyrinthe souterrain, leur seul espoir repose sur un homme improbable, un sommelier de renommée mondiale. Dans l'obscurité totale, où toutes les cartes sont inutiles, il doit utiliser son palais extraordinairement entraîné pour déguster l'eau, lisant dans ses nuances minérales le chemin vers la survie. C'est une histoire où l'un des sens les plus raffinés du monde devient un outil de survie brute. Si vous aimez les récits où l'ingéniosité humaine trouve un chemin dans l'obscurité, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Julien Perrier vivait dans un monde que peu de gens pouvaient percevoir. Pour lui, un simple verre de vin n'était pas une boisson, c'était un paysage, une histoire, une équation complexe de soleil, de terre et de temps. Élu meilleur sommelier du monde 3 ans auparavant, il était une légende dans l'univers feutré de la haute gastronomie. Son palais était un instrument d'une précision quasi scientifique, capable de déceler la plus infime des nuances, d'identifier non seulement un cépage ou un millésime, mais aussi le versant de la colline où la vigne avait poussé, la nature du sol calcaire, argileux, schisteux et même le type de chêne utilisé pour le tonneau. Ces descriptions, lors des dégustations, étaient des poèmes, des voyages sensoriels. Il ne parlait pas de bon ou de mauvais. Il parlait de notes de silex frotté, d'une attaque franche avec une finale sur le cuir humide et la cerise noire, d'une minéralité saline qui rappelle les brises marines de la côte amalfitaine. Son talent n'était pas un don inné, c'était le fruit de décennies de travail acharné, d'une discipline de fer, d'une mémorisation de milliers de saveurs et d'arômes. Son esprit était une bibliothèque de goût, une carte du monde dessinée non pas avec des frontières, mais avec des terroirs. C'est cette quête obsessionnelle du goût du lieu, du terroir, qui l'avait amené ici, dans les profondeurs de la terre, dans le système de grottes de la rivière souterraine, un réseau karstique célèbre dans les Pyrénées. Il faisait partie d'une petite expédition spéléologique, une idée de l'un de ses clients les plus riches, un aventurier amateur nommé de Villiers, qui lui avait lancé un défi. « Julien, vous pouvez goûter le sol dans un vin. Mais pouvez-vous goûter la différence entre les eaux qui ont filtré à travers différentes strates de roches ?» L'idée, bien qu'excentrique, avait immédiatement piqué la curiosité de Julien. C'était l'ultime dégustation à l'aveugle. Il était donc là, vêtu d'une combinaison de spéléologie inconfortable, un casque sur la tête, se sentant maladroit et déplacé au milieu des 3 autres membres de l'expédition, de Villiers, un homme robuste et bruyant, et 2 guides de montagne expérimentés, Pierre et Marc. Ils avaient passé la matinée à descendre dans le réseau, suivant le cours d'un petit ruisseau souterrain. Pour les autres, la grotte était un spectacle visuel de stalactites et de stalagmites, de formations rocheuses aux formes fantastiques. Pour Julien, c'était une expérience olfactive et gustative. L'air était frais, saturé de l'odeur de la pierre humide, de l'argile, et d'une fragrance métallique subtile qu'il associait au fer. À chaque pause, il prélevait un échantillon d'eau. Il ne le buvait pas. Il le dégustait. Il en prenait une petite gorgée, la faisait tourner dans sa bouche, analysant sa texture, sa température, et surtout, son profil minéral. « Celle-ci est intéressante », avait-il dit à De Villiers, qui le regardait avec un amusement non dissimulé. Très calcaire. Une texture presque crayeuse en bouche. Une finale très nette, très propre. Elle a dû filtrer à travers une couche de craie très pure. De Villiers avait ri. « Incroyable, Julien. Vous êtes un magicien. » Ils s'enfoncèrent plus profondément, atteignant une grande salle souterraine, la cathédrale, où la rivière formait un petit lac avant de disparaître dans plusieurs tunnels divergents. C'était leur point de destination. Ils firent une pause, mangeant des barres énergétiques, admirant la beauté silencieuse et majestueuse du lieu. Dehors, un orage violent avait éclaté, une information qu'ils avaient reçue par radio avant de perdre le signal. Mais ici, à 100 mètres sous terre, ils étaient dans un autre monde, à l'abri de la fureur des éléments. C'est du moins ce qu'ils croyaient. Le premier signe fut un changement dans le son de la rivière. Le murmure paisible de l'eau commença à enfler, se transformant en un grondement sourd et menaçant. Pierre, le guide le plus expérimenté, se figea, le visage soudainement tendu. « Ce n'est pas normal, dit-il. Le niveau monte. » Puis, ils le virent. L'eau du petit lac, habituellement cristalline, devint trouble, boueuse. Et son niveau montait à une vitesse terrifiante. L'orage à la surface avait dû être d'une violence inouïe, transformant le ruisseau en un torrent furieux. « Dehors. Tout de suite !» hurla Pierre. Ils se précipitèrent vers le tunnel par lequel ils étaient entrés, mais il était trop tard. Un mur d'eau boueuse et rugissante déferla de l'ouverture, les projetant en arrière. La cathédrale, leur havre de paix, était en train de se transformer en un piège mortel. L'irruption de l'eau dans la cathédrale fut d'une violence apocalyptique. Le grondement devint un rugissement assourdissant, le son de milliers de tonnes d'eau se frayant un chemin à travers les entrailles de la terre, emportant tout sur son passage. La petite plage de sable où il se tenait fut balayée en quelques secondes. Le lac souterrain,
habituellement si calme, devint un chaudron bouillonnant, son niveau montant à une vitesse vertigineuse. Ils furent projetés les uns contre les autres, luttant pour ne pas être emportés par le courant furieux. L'eau était glaciale, et le choc thermique leur coupa le souffle. « Vers les hauteurs !» cria Pierre, sa voix se perdant presque dans le vacarme. Il pointa du doigt une corniche rocheuse située à environ 3 mètres au-dessus du niveau initial du lac. C'était leur seule chance. Ce fut une escalade désespérée. Les parois de la grotte étaient lisses et glissantes. Ils s'entraidèrent, se poussant, se tirant les uns les autres, alors que l'eau glaciale leur léchait les talons. De Villiers, malgré sa corpulence, fit preuve d'une force surprenante. Pierre et Marc, avec leur expérience de la montagne, trouvèrent des prises là où il ne semblait y en avoir aucune. Julien, le moins athlétique du groupe, fut hissé par les autres, son corps endolori protestant. Ils atteignirent la corniche juste à temps. L'eau continua de monter, submergeant complètement l'endroit où ils se trouvaient quelques instants plus tôt, avant de se stabiliser, son niveau atteignant presque le bord de leur refuge précaire. Ils étaient saufs, du moins pour l'instant. Trempés, grelottant de froid, ils se regroupèrent sur la corniche étroite, une petite île de survie au milieu d'un lac souterrain en colère. Leur lampe frontale, miraculeusement, fonctionnait encore, leurs faisceaux tremblants balayant la Seine. Le tunnel par lequel ils étaient entrés était maintenant complètement submergé, une bouche noire et bouillonnante d'où l'eau continuait de jaillir. Leur seule voie de sortie était coupée. Le silence, après le rugissement de la crue, fut presque aussi effrayant. Il n'y avait plus que le clapotis de l'eau et le son de leur propre respiration haletante. Ils étaient piégés. Profondément piégés. Le désespoir, froid et insidieux, commença à s'installer. De Villiers, qui avait été si plein d'assurance, était maintenant silencieux, son visage pâle et défait. Pierre et Marc, les professionnels, essayaient de garder leur calme, mais la tension se lisait dans leurs yeux. Ils savaient que leur situation était critique. Ils étaient à des heures de marche de l'entrée, et même si l'eau se retirait, le chemin serait probablement bloqué par des débris ou des effondrements. Les secours, s'ils étaient alertés, mettraient des jours à organiser une opération de sauvetage dans une grotte inondée. Et leurs provisions étaient minimes. Quelques barres énergétiques, un peu d'eau. Pas assez pour tenir longtemps. Il doit y avoir une autre sortie, dit finalement Marc, sa voix résonnant dans la grande salle. Il dirigea le faisceau de sa lampe vers les autres tunnels qui partaient de la cathédrale, ceux qu'il n'avait pas explorés. Il y en avait 3. 3 bouches sombres et inconnues. C'est notre seule chance, acquiesça Pierre. L'un de ces tunnels doit bien mener quelque part. Peut-être à un autre réseau, à une sortie supérieure. L'idée, bien que risquée, ralluma une petite flamme d'espoir. Mais un problème majeur se posa immédiatement. Les 3 tunnels étaient partiellement inondés. Ils ne pouvaient pas voir où ils menaient, ni s'ils étaient praticables. Choisir le mauvais tunnel pouvait les mener à un cul-de-sac, ou pire, à un siphon, un passage entièrement submergé où ils se noieraient. C'était un pari à 3 inconnus, et leur vie était la mise. Ils passèrent l'heure suivante à débattre, à évaluer les options. Pierre pensait que le tunnel le plus à gauche était le plus prometteur, car il semblait monter légèrement. Marc préférait celui du milieu, qui semblait plus large. De Villiers, lui, était paralysé par l'indécision. Julien, jusqu'à présent, était resté silencieux. Il n'était pas un spéléologue. Il n'avait aucune compétence technique à offrir. Il se sentait inutile, un poids pour le groupe. Il écoutait le bruit de l'eau, non pas avec ses oreilles, mais avec son palais. Il se souvenait du goût de l'eau du ruisseau qu'ils avaient suivi en entrant. Une eau vive, fraîche, avec une minéralité calcaire très nette. Et il se demandait si l'eau dans ces 3 tunnels avait le même goût. Alors que la discussion entre les 3 autres hommes devenait de plus en plus tendue, une idée, née de sa propre obsession, commença à prendre forme dans l'esprit de Julien. C'était une idée si étrange, si peu orthodoxe dans ce contexte de survie brute, qu'il hésita d'abord à la formuler. Il était entouré d'hommes d'action, des experts de la montagne et de l'aventure. Lui, le sommelier, l'homme des salons feutrés et des caves à vin climatisés, que pouvait-il bien apporter? Sa suggestion serait probablement accueillie par des rires ou du mépris. Mais la situation était désespérée, et les idées désespérées étaient les seules qui leur restaient. Il attendit une pause dans leur débat houleux et prit la parole, sa voix plus calme et plus posée qu'il ne l'aurait cru. « Pardonnez-moi, commença-t-il. Je ne suis pas un expert en grotte. Mais je suis un expert en eau. » Les 3 hommes se tournèrent vers lui, leur visage exprimant une surprise polie. « En eau » répéta De Villiers, perplexe. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux dire que je peux la goûter, » expliqua Julien. Chaque source d'eau a une signature unique, une sorte d'empreinte digitale minérale. Le goût de l'eau dépend des roches qu'elle a traversées.
L'eau qui a filtré à travers du calcaire n'a pas le même goût que celle qui a traversé du granit ou de l'argile. Je peux sentir ces différences. Pierre le regarda avec un scepticisme non dissimulé. Et alors? En quoi cela peut-il nous aider? Le ruisseau que nous avons suivi pour entrer, continua Julien, c'est le cours d'eau principal, celui qui vient de la rivière à la surface. Je me souviens de son goût. Il avait une minéralité très spécifique, un profil que je peux identifier. Si l'un de ces 3 tunnels est la continuation de ce cours d'eau principal, alors l'eau à l'intérieur devrait avoir le même goût ou un goût très similaire. Les 2 autres tunnels, en revanche, pourraient être alimentés par des sources différentes, des aquifères isolés, des résurgences. Leur eau aura un goût différent. L'un d'eux pourrait être notre chemin. Il y eut un long silence. L'idée était si bizarre, si éloignée de toute logique de survie conventionnelle, qu'il ne savait pas comment réagir. Marc, le plus jeune des guides, secoua la tête. « Vous voulez dire que vous allez choisir notre chemin en buvant de l'eau? C'est de la folie. » « Ce n'est pas de la folie, c'est de la chimie, rétorqua calmement Julien. C'est de la géologie. C'est ce que je fais toute ma vie. Je lis le terroir. Et ici, le terroir, c'est la roche, et le vin, c'est l'eau. » De Villiers, l'aventurier, semblait intrigué. L'excentricité de la proposition lui plaisait. « Eh bien, pourquoi pas, dit-il. Nous n'avons pas de meilleure idée. Essayons. » Pierre, le chef de l'expédition, était le plus réticent. « C'est trop subjectif. Nous ne pouvons pas risquer nos vies sur votre palais. »« Qu'est-ce que vous proposez d'autre » demanda Julien. « De choisir au hasard ? Mon palais est peut-être subjectif, mais il est entraîné par 30 ans d'expérience. C'est un instrument plus sensible que n'importe quel capteur chimique que vous pourriez avoir. Laissez-moi au moins essayer. » Face à l'absence d'alternative, Pierre céda à contre-cœur. « D'accord. Mais soyez prudent. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette eau. » Julien hocha la tête. Il se prépara pour sa dégustation la plus importante. Il se rinça la bouche avec un peu d'eau de sa gourde pour nettoyer son palais. Puis, il se dirigea vers l'entrée du premier tunnel, celui de gauche. Il s'accroupit et, avec sa main, il recueillit un peu d'eau. Il la regarda d'abord, bien que la couleur boueuse ne lui donnât aucune information. Puis, il la porta à son nez, essayant de déceler des arômes. Il sentit une odeur de terre humide, d'argile, et une note légèrement sulfureuse. Enfin, il en prit une petite gorgée, la faisant tourner dans sa bouche, la mâchant pour en libérer toutes les saveurs, exactement comme il aurait fait avec un grand cru. Il la recracha. Il resta silencieux un instant, les yeux fermés, analysant les informations. « Non, dit-il finalement. Ce n'est pas ça. L'attaque est plate, morte. Il y a une forte note de soufre en finale. C'est de l'eau stagnante. Ce tunnel est probablement un cul-de-sac, où il est alimenté par une nappe phréatique isolée, pauvre en oxygène. » Il se déplaça vers le deuxième tunnel, celui du milieu. Il répéta le processus. Il goûta l'eau. Son expression changea. Celle-ci est différente. Très agressive. Une minéralité très forte, presque métallique. Beaucoup de fer, peut-être du manganèse. Elle est déséquilibrée. Elle n'a pas la rondeur de l'eau de la rivière. C'est une source secondaire. Enfin, il se dirigea vers le troisième tunnel, celui de droite. Il goûta l'eau. Un léger sourire se dessina sur son visage. « C'est elle, dit-il avec une certitude tranquille. La minéralité est là, le calcaire, la fraîcheur. La texture est plus vive, plus vivante. C'est la même eau. Le fil conducteur est ici. » Les 3 autres le regardaient, stupéfaits. Il venait de lire les tunnels avec son palais. C'était soit l'acte d'un génie, soit celui d'un fou. Mais dans sa voix, il y avait une assurance si calme, si absolue, qu'elle était contagieuse. « Nous prenons celui de droite, dit Pierre, sa décision prise. » Il avait choisi de faire confiance au sommelier. La décision de suivre le jugement de Julien marqua un tournant dans la dynamique du groupe. Le sommelier, jusqu'alors considéré comme un passager un peu précieux et fragile, était devenu le navigateur, le guide sensoriel de l'expédition. Son palais n'était plus un instrument de luxe, mais leur boussole la plus fiable. Ils s'engagèrent dans le tunnel de droite, progressant avec une extrême prudence. Le tunnel était à moitié inondé, et ils devaient marcher avec de l'eau glaciale jusqu'à la taille, leur lampe frontale perçant à peine l'obscurité. Le chemin était difficile, jonché de rochers glissants et de passages étroits. Mais l'espoir, fragile mais réel, les animait. Après une vingtaine de minutes de progression, ils arrivèrent à une nouvelle bifurcation. 2 tunnels, d'apparence identique, s'offraient à eux.
Le désespoir menaça de les saisir à nouveau. Étaient-ils condamnés à ce jeu de devinettes mortel à chaque intersection? Attendez, dit Julien. Il se pencha et goûta l'eau du courant principal, juste avant la bifurcation. Puis, il goûta l'eau de chacun des deux tunnels. Il ferma les yeux, se concentrant. Celui de gauche, dit-il sans hésitation. Le courant de droite a un goût légèrement différent. Plus argileux. C'est un affluent. Le courant principal, notre rivière, continue à gauche. Il ne se contentait plus de faire une simple comparaison. Il commençait à construire une véritable carte mentale, une carte minérale du réseau souterrain. Chaque tunnel, chaque source d'eau, avait son propre terroir, sa propre signature gustative. Il commença à nommer les différents goûts qu'il rencontrait. Il y avait le courant calcaire, leur fil conducteur, avec ses notes fraîches et sa texture presque crayeuse. Il y avait le flux ferreux, agressif et métallique, qu'il fallait éviter. Il y avait la nappe sulfureuse, à l'odeur d'œuf pourri, qui signalait une eau stagnante et dangereuse. Son esprit, habitué à mémoriser des milliers de vins, n'eut aucun mal à cataloguer ces nouvelles appellations d'origine souterraine. Il était en train de cartographier l'inconnu, non pas avec des lignes et des symboles, mais avec des saveurs et des textures. Sa compétence était fascinante pour les autres membres du groupe. De Villiers, en particulier, était captivé. « C'est incroyable, Julien. Comment faites-vous? Qu'est-ce que vous sentez exactement ?» Julien, tout en marchant, essayait de leur expliquer. Ce n'est pas magique. C'est de l'analyse sensorielle. Lorsque l'eau traverse une roche, elle se charge de minéraux. Le calcaire donne du calcium, du magnésium, ce qui donne une sensation de rondeur, parfois un peu saline. Le granit, c'est différent, plus de silice, de potassium. L'eau est plus douce, plus neutre. L'argile donne une texture, une sensation d'épaisseur en bouche. Le fer, c'est ce goût métallique, presque sanguin. C'est une question de concentration, d'équilibre. Je ne fais que comparer les profils. Pour eux, c'était de l'alchimie. Pour lui, c'était son métier. Ils continuèrent leur progression, s'arrêtant à chaque nouvelle intersection, à chaque nouvel affluent, pour une dégustation. Julien était devenu leur oracle. Ils attendaient son verdict avec une attention religieuse. À droite. Tout droit. Attention, celui-ci est un piège, l'eau est morte. Sa précision était infaillible. Ils commencèrent à comprendre qu'il ne se contentait pas de les guider. Il leur assurait aussi une source d'eau potable. En suivant le courant principal, il les maintenait sur le chemin de l'eau la plus fraîche, la plus oxygénée, la moins susceptible d'être contaminée. Son palais était à la fois leur boussole et leur filtre à eau. Le voyage était une torture physique. Le froid, l'humidité, l'effort constant les épuisaient. Mais mentalement, ils étaient portés par une nouvelle forme d'espoir, un espoir basé non pas sur la chance, mais sur une compétence extraordinaire et inattendue. Ils étaient les témoins d'une performance unique, une dégustation à l'aveugle où l'enjeu n'était pas de deviner un millésime, mais de choisir le chemin de la vie. Après plusieurs heures de progression, guidés par le palais infaillible de Julien, ils commencèrent à sentir un changement. Le tunnel, qui avait été relativement large, commença à se rétrécir. Le plafond s'abaissa, les forçant à se courber, puis à ramper. Le courant de l'eau, leur fil conducteur, devint plus faible, plus lent. Une inquiétude sourde commença à s'installer à nouveau. Ils arrivèrent enfin dans une salle plus grande, une sorte de poche dans la roche. Et là, le courant disparut complètement. Ils se trouvaient au bord d'une grande étendue d'eau parfaitement immobile, d'un noir d'encre, qui remplissait toute la salle. Le tunnel semblait s'arrêter ici. C'était un cul-de-sac. Le silence, après le bruit constant de l'eau courante, était assourdissant. Le moral du groupe, qui avait été si haut, s'effondra. « C'est fini, murmura Marc, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Nous nous sommes trompés. C'est une impasse. Pierre, le chef d'expédition, balaya la surface de l'eau avec sa lampe. Le faisceau ne révélait aucune sortie, aucun passage. Seulement un mur de roche lisse de l'autre côté. Le désespoir était total. Ils avaient suivi le sommelier, ils avaient cru en sa magie, et il les avait menés à une mort certaine. La colère commença à remplacer la déception. « Votre dégustation nous a conduits droit dans un piège », lança de Villiers, sa voix tremblant de rage et de peur. « Nous aurions dû prendre l'autre chemin. » Julien ne répondit pas. Il était tout aussi choqué et confus que les autres. Sa méthode avait été si précise, si fiable. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Le goût de l'eau avait été si clair. Il s'approcha du bord de l'eau stagnante. Il y avait quelque chose de différent. L'odeur.
Une odeur faible mais distincte de soufre, de décomposition. L'odeur d'eau morte. Il se pencha et en goûta une infime quantité, avec une répulsion instinctive. Le goût confirma ses craintes. C'était une eau plate, sans vie, avec une amertume désagréable et une finale sulfureuse. C'était l'eau d'un aquifère isolé, une eau qui n'avait pas vu la lumière du jour ou l'oxygène depuis des milliers d'années. Mais alors, où était passée sa rivière? Comment un courant aussi fort avait-il pu simplement disparaître? Il refusa de croire que c'était la fin. La logique de l'eau ne pouvait pas être fausse. Un cours d'eau ne s'arrête pas simplement. Il doit aller quelque part. Il doit y avoir une sortie. Mais où? Il commença à longer le bord du lac souterrain, ses mains explorant la paroi rocheuse. Les autres le regardaient, apathiques, convaincus que tout était perdu. Il cherchait une fissure, une ouverture, n'importe quoi. Puis, il sentit quelque chose. Un courant d'air. Très faible, mais présent. Et il venait, d'en haut. Il leva le faisceau de sa lampe vers le plafond de la salle. Et là, à une dizaine de mètres au-dessus de la surface de l'eau, il vit une ouverture sombre. Une autre galerie. La rivière ne s'arrêtait pas ici. Elle passait au-dessus d'eux. Ils étaient dans une sorte de chambre basse, un trop-plein que la crue avait rempli. Le cours d'eau principal continuait son chemin, juste au-dessus de leur tête. L'espoir renaquit, aussi soudainement qu'il avait disparu. Mais il fut immédiatement remplacé par un autre défi, tout aussi redoutable. Comment atteindre cette galerie supérieure? La paroi était lisse, presque verticale, rendue glissante par l'humidité. C'était une escalade de 10 mètres, au-dessus d'une eau profonde et glaciale, sans aucun équipement. C'était une manœuvre extrêmement dangereuse, voire impossible. La découverte de la galerie supérieure plongea le groupe dans un nouveau dilemme. L'espoir était là, visible mais apparemment inaccessible. La paroi rocheuse qui les séparait de la sortie était une falaise lisse et humide, un défi même pour des grimpeurs expérimentés avec du matériel. Pour eux, épuisés et sans équipement, cela semblait être une condamnation. Pierre et Marc, les deux guides, examinèrent la paroi avec un œil professionnel. « C'est du 5C, peut-être du 6A dans ces conditions, dit Pierre, utilisant le jargon de l'escalade. Sans corde, sans baudrier, c'est du suicide. Une seule glissade, et c'est la noyade dans cette eau glaciale. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Ils avaient trouvé la sortie, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre. L'ironie était d'une cruauté insupportable. Ils étaient condamnés à mourir de faim et de froid, en regardant leur chemin vers la liberté, juste au-dessus de leur tête. C'est Julien qui, une fois de plus, refusa de céder au désespoir. Son esprit, libéré de la nécessité immédiate de naviguer, se concentra sur le problème avec une nouvelle perspective. Il n'était pas un grimpeur. Il était un sommelier. Et il se posa une question de sommelier. Si la rivière principale coule là-haut, comment son goût a-t-il pu le guider jusqu'ici, dans cette chambre basse? Il devait y avoir une connexion, une fuite, un endroit où l'eau de la rivière supérieure se mélangeait à celle de cette salle. Il retourna au bord de l'eau, là où le tunnel par lequel ils étaient arrivés débouchait dans la salle. Il goûta à nouveau l'eau. Oui, c'était bien le goût de la rivière. Puis, il se déplaça de quelques mètres le long de la rive et goûta à nouveau. Le goût était différent. Plus plat, plus sulfureux. Le goût des eaux mortes. Il comprit. La crue avait créé un mélange. L'eau de la rivière, en débordant dans cette salle, s'était mélangée à l'eau stagnante qui s'y trouvait déjà. Le goût qu'il avait suivi était le goût de ce mélange. Et ce goût devait être plus fort, plus pur, près de la source de la fuite. Il avait maintenant une nouvelle carte à lire. Une carte de concentration. Il commença une dégustation systématique de l'eau tout autour de la salle. Il se déplaçait lentement, s'accroupissant tous les quelques mètres, prélevant un échantillon, le goûtant, analysant la concentration du goût de la rivière. C'était un travail d'une subtilité extrême. Il devait détecter des variations infimes dans la composition minérale de l'eau. Les autres le regardaient, d'abord avec perplexité, puis avec une fascination grandissante. Ils le voyaient fermer les yeux, sa langue et son palais travaillant, son visage se plissant de concentration. Il était un chien de chasse suivant une piste invisible. Il progressa le long de la paroi gauche de la salle. Le goût de la rivière était faible ici. Il traversa jusqu'à la paroi du fond. Le goût était presque absent. Puis, il commença à explorer la paroi de droite, celle qui se trouvait directement sous la galerie supérieure. Et là, il sentit une différence. Le goût de la rivière était plus net, plus prononcé. Il continua à avancer, mètre par mètre. Le goût devenait de plus en plus fort.
Il arrivait à distinguer clairement les notes calcaires, la fraîcheur, la vivacité de l'eau courante. Il était sur la bonne piste. Il arriva enfin à un point, juste au pied de la falaise, où le goût était presque identique à celui du ruisseau original. « C'est ici, dit-il, sa voix pleine d'une certitude tranquille. La fuite est ici. L'eau de la rivière doit s'écouler le long de la paroi, juste au-dessus de ce point. » Pierre et Marc s'approchèrent. Ils dirigèrent leurs lampes vers la paroi rocheuse, juste au-dessus de l'endroit indiqué par Julien. Au premier abord, ils ne virent rien. Mais en regardant de plus près, ils distinguèrent une série de minuscules fissures, presque invisibles, d'où suintait de l'eau. Et en suivant ces fissures vers le haut, ils virent quelque chose que l'obscurité et leur angle de vue précédent leur avaient caché. La paroi n'était pas complètement lisse. Il y avait une série de petites corniches, de rebords, de prises, usées par des siècles d'écoulement d'eau. Ce n'était pas une autoroute, mais c'était un chemin. Un chemin d'escalade difficile, dangereux, mais un chemin quand même. « Il a raison, murmura Pierre, son visage un mélange d'admiration et d'incrédulité. Il y a une voie. C'est possible. » Le palais de Julien ne les avait pas seulement guidés à travers le labyrinthe horizontal. Il venait de leur montrer le chemin à travers le labyrinthe vertical. Il leur avait donné la clé de leur ascension finale. L'ascension fut la partie la plus périlleuse de leur odyssée souterraine. Pierre, en tant que grimpeur le plus expérimenté, passa en premier. Chaque mouvement était un calcul de risque, chaque prise testée avec une prudence infinie. Les corniches étaient étroites, les prises glissantes, et une chute aurait été fatale. Il monta lentement, méthodiquement, assurant chaque pas, son corps tendu par l'effort et la concentration. Les trois autres, en bas, le regardaient dans le faisceau de leurs lampes, retenant leur souffle. Après ce qui parut une éternité, il atteignit la galerie supérieure. Il se retourna et leur fit un signe. Un cri de soulagement et de joie étouffé parcourut le petit groupe. Maintenant, il fallait faire monter les autres. Ils n'avaient pas de corde d'escalade, mais ils avaient les ceintures et les sangles de leur sac à dos. Ils les attachèrent les unes aux autres, créant une corde de fortune, fragile mais mieux que rien. Pierre l'utilisa pour hisser leur sac, puis pour aider Marc à monter. Une fois les deux guides en haut, ils purent assurer plus efficacement la montée des deux membres les plus faibles du groupe, de Villiers et Julien. De Villiers, malgré sa peur, fit preuve d'un courage surprenant, suivant les instructions de Pierre à la lettre. Julien, lui, monta avec une lenteur délibérée, ses mains et ses pieds trouvant des prises avec une sensibilité tactile qu'il avait développée toute sa vie. Enfin, ils étaient tous en haut, réunis dans la galerie principale, épuisés mais triomphants. Ils se prirent dans les bras, une étreinte de survivants, un moment de pure fraternité né de l'épreuve partagée. Ils étaient de retour dans le courant principal. Le bruit de l'eau qui coule n'avait jamais été aussi beau, aussi rassurant. Ils reprirent leur marche, mais l'ambiance avait changé. Il n'y avait plus de doute, plus de tension. Une confiance absolue régnait au sein du groupe. Ils suivaient le ruisseau, leur guide visible et audible. Et à chaque intersection, Julien confirmait leur chemin par une petite dégustation, un rituel qui était devenu un symbole de leur survie. Le tunnel commença à changer. Il devint plus large, plus haut. Ils trouvèrent des vestiges d'une ancienne occupation humaine, des marches taillées dans la roche, des restes de torchets accrochés au mur. Ils se trouvaient sur une ancienne voie de passage, un chemin que les hommes avaient emprunté bien avant que la spéléologie ne devienne un sport. Le goût de l'eau changeait aussi. Julien remarqua de nouvelles notes, plus complexes. Une légère saveur de terre, de racines, de végétation en décomposition. « Nous nous approchons de la surface », annonça-t-il. « L'eau commence à avoir le goût de la forêt. » Cette annonce leur donna une nouvelle force. Ils accélérèrent le pas, l'excitation grandissant. Le courant de l'air devint plus fort, plus frais, et ils portaient maintenant l'odeur de l'humus et des pins. Puis, ils le virent. Loin, très loin au bout du tunnel, un point de lumière. Une lumière pâle, verdâtre, mais une lumière quand même. Ce n'était pas le faisceau d'une lampe de poche. C'était la lumière du jour. La vue de la lumière, après des jours d'obscurité totale, eut un effet quasi mystique sur le groupe. Ce n'était pas seulement une promesse de sortie, c'était un symbole de renaissance. Ils se mirent à marcher plus vite, puis à courir, pataugeant dans l'eau, trébuchant sur les rochers, leurs yeux fixés sur ce point de lumière qui grandissait à chaque pas. Ils sortirent du tunnel en clignant des yeux, aveuglés par la lumière du jour, même si elle était tamisée par le feuillage de la forêt. Ils débouchèrent dans une petite clairière verdoyante, au pied d'une falaise d'où le ruisseau jaillissait pour former une petite cascade. L'air était rempli du parfum des pins, de la terre humide et du son des oiseaux. C'était le paradis. Ils restèrent là un long moment, silencieux, respirant à plein poumon, laissant la chaleur du soleil réchauffer leur visage, savourant chaque sensation du monde extérieur.
Ils avaient réussi. Ils étaient sortis. Ils avaient survécu. Ils suivirent le ruisseau, qui les mena en moins d'une heure à un sentier de randonnée, puis à une petite route forestière. La première voiture qui passa, un vieux pick-up conduit par un fermier local, s'arrêta, son conducteur regardant avec stupéfaction ce groupe de 4 personnes sales, hagardes, vêtues de combinaisons de spéléologie déchirées, qui semblaient avoir émergé de la terre elle-même. Le retour à la civilisation fut un choc. Ils furent accueillis comme des miraculés. Les équipes de secours, qui commençaient à peine à organiser une opération de sauvetage complexe, n'en croyaient pas leurs yeux. Leur histoire fit la une des journaux locaux, puis nationaux. On parla du courage des guides, de la résilience du groupe. Mais l'histoire qui fascina le plus fut celle du sommelier. L'idée qu'un homme ait pu naviguer dans un labyrinthe souterrain en goûtant l'eau semblait relever de la fiction, de la magie. Des scientifiques, des géologues et des hydrologues vinrent interroger Julien. Ils prélevèrent des échantillons d'eau dans la grotte et confirmèrent ses analyses. Chaque source avait bien une signature minérale unique. Sa méthode, bien que non orthodoxe, était scientifiquement valable. Julien, cependant, resta à l'écart de toute cette agitation. Il avait accompli l'impensable, mais il ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait simplement humble et profondément reconnaissant. Son don, ce palais qu'il avait passé sa vie à éduquer pour le plaisir et le luxe, s'était révélé être un instrument de survie essentiel. Il avait trouvé le terroir le plus pur, le plus fondamental de tous, le goût de la vie elle-même. Quelques semaines plus tard, de retour dans son restaurant parisien 3 étoiles, il organisa une dégustation privée pour ses 3 compagnons d'infortune. Il ne leur servit pas du vin. Il leur servit une série de verres d'eau, provenant de différentes sources du monde entier. Celle-ci, dit-il en leur tendant un verre, est une eau de source islandaise, filtrée à travers des roches volcaniques. Notez sa douceur, son absence presque totale de minéralité. Ils burent, et pour la première fois de leur vie, ils goûtèrent vraiment l'eau. Ils comprirent. Ils avaient partagé une expérience qui les avait changés à jamais. Ils avaient appris à écouter, à sentir, à goûter le monde d'une manière nouvelle et plus profonde. Julien leva son propre verre. « À la rivière, dit-il simplement. » Et dans le silence de la cave à vin, ils burent à la source de la vie, un goût qu'ils n'oublieraient jamais.